à tous les pêcheurs qui pêchent à la glace. Et le fun, c'est que c'est un minimum d'équipement qui est requis et à peu près tout le monde a cet équipement-là, c'est-à-dire des brimbales, un jigger, une petite canne d'andiner, une terrière, évidemment, pour faire nos trous, un téléphone intelligent ou une tablette. Et ça, encore là, je pense qu'on n'a pas grande surprise de savoir tout le monde a ça. Évidemment, c'est pour la pêche hivernale et c'est très tôt le matin à très tard le soir. Puis la méthode consiste à cibler au maximum les zones à exploiter et cela avant de se rendre sur la glace. Et à ce moment-là, on va minimiser la perte de temps sur la glace. Le temps qu'on va être sur la glace, ça va être pour avoir des résultats. Et ça par une méthode simple qui s'apparente à la pêche à la traîne. Et pourquoi cette méthode est efficace? Ben, c'est parce qu'elle utilise le mouvement, moi j'ai appelé ça un mouvement migratoire journalier des poissons, mais probablement qu'il y aurait des termes beaucoup plus techniques là, que les biologistes pourraient nous dire. Là. Mais ça, vous allez comprendre un petit peu plus tard lorsqu'on va regarder ça en image. Donc, le principe de base est très simple. Ça s'applique en 3 temps. Premièrement, une préparation à la maison. Ça peut aussi inclure une préparation l'été en eau libre pour ceux qui ont la chance de pêcher en embarcation. Ils peuvent se rendre dans les endroits, dans les secteurs, dans les baies pour localiser, les herbiers, localiser les hauts fonds, localiser les entrées d'eau, les ruisseaux. C'est déjà un très gros avantage. Par contre, moi, de la façon que je travaille, parce que j'ai pas de bateau, je vais le travailler par des cartes bathymétriques, je vais le travailler par des photos aériennes et ça va me donner un résultat qui est déjà beaucoup plus qu'aller aveuglément sur la glace. Donc, la technique, la première partie, consiste à travailler avec des cartes bathymétriques, soit papier ou électronique. Évidemment, électronique, il y a beaucoup plus d'avantages, c'est beaucoup plus précis, mais à défaut, une carte bathymétrique papier va faire la job. En tout cas, pour une partie, pour commencer. En ce qui me concerne, je travaille avec l'application Navionics, avec le lien qu'on a en bas, le HTTP, qui est ici, webappsnavionics.com. Le gros avantage, c'est gratuit. On le télécharge sur notre ordinateur et on peut travailler. Là, j'ai collé un exemple d'une baie qui se retrouve en Estrie, qui me donne, en fait, ce qu'on recherche dans la méthode de pêche que je vais vous expliquer. On retrouve exactement dans ces lignes de fond-là les caractéristiques qu'on recherche. Donc, je disais qu'elle est gratuite, on télécharge et on peut travailler partout à travers. Et à travers le Québec, le Canada, même les États-Unis. L'avantage de cette application-là, c'est qu'on retrouve aussi des ajouts, des fonctions pour superposer l'environnement comme Google Earth, par exemple. Et ce que pour moi, ça a l'avantage, et vous allez le voir dans les prochaines diapositives, c'est qu'on voit l'environnement du lac. On peut mieux apercevoir les ruisseaux ou rivières qui rentrent et les dénivelés aussi de l'extérieur du lac. Mais au niveau des détails là, pour l'application comme telle, je ne veux pas trop embarquer là-dedans. C'est déjà probablement un sujet de séminaire sur Navionics ou ça en pourrait être un là, éventuellement. Donc, ce qu'il faut faire quand on travaille avec notre carte comme ça, c'est qu'on identifie des secteurs bien précis. Par exemple, ici, on a un îlot sous-marin ou un haut fond. Avec l'application, on peut l'identifier, le noter, le cliquer et aussi le transférer sur notre GPS ou notre téléphone intelligent ou tablette et travailler sur le terrain à partir des données qu'on a ramassées. Donc, on va voir un peu plus tard là, ce qu'on cherche exactement pour nous autres sur une carte comme ça. J'aimerais ça vous donner aussi un petit truc qu'André Morin m'a donné, justement, représentant de Navionics au Québec. C'est que dans les années passées, j'utilisais mon téléphone intelligent, puis avec les froids qu'on avait connus, puis ce n'est pas le cas cet hiver encore, mais ma batterie baissait vite, elle descendait vite. Écoute, je pouvais l'utiliser ou le fermer puis l'ouvrir, puis encore là, ça baissait la batterie.
André m'expliquait qu'il y a deux trucs assez simples pour rallonger et de beaucoup la vie de votre batterie pour une sortie en temps froid. Le premier, c'est assez simple. C'est qu'on enlève l'application le mode avion. En fait, on le met en mode avion. On n'enlève pas, mais on le met en mode avion. Étrangement et curieusement, le GPS fonctionne toujours. Ça n'a aucun lien avec le mode avion. Donc, déjà là, en enlevant ce mode-là, ça économise de l'énergie de beaucoup. Et deuxièmement, c'est de garder notre appareil au chaud, autant que possible à l'intérieur de notre veston. Ou bien avoir un hot pad, les petites pochettes qu'on brasse qui viennent chaudes, là, proche, pas nécessairement dessus, mais tout près. Donc, il va y avoir une chaleur qui va se rapprocher de notre appareil, puis ça va encore diminuer la perte d'énergie. Donc, on s'en va un petit peu plus dans le vif du sujet. C'est à savoir comment on applique cette méthode de pêche-là, étape par étape. Donc, comme je disais un peu plus tôt, je compare beaucoup cette façon de pêcher-là à celle de la chasse au chevreuil. J'ai chassé le chevreuil pendant tellement d'années que c'est une technique, c'est une façon de faire que tout le monde applique, tout le monde connaît. C'est-à-dire qu'on met nos stands ou nos postes d'affût ou notre tente entre la bordure du secteur nourricier, les champs où ils se nourrissent, et les dortoirs, le bedding. C'est qu'on essaie de trouver à quel endroit ils vont transiter nos chevreuils. Donc, on travaille à ce moment-là soit les corridors de fuite, la passe, comme on peut appeler ça, le funnel ou la zone de transition. Ben, on va utiliser le même principe, le même système pour cette méthode de pêche-là. Parce qu'on sait que, ben, écoutez, le poisson se nourrit plus tôt le matin et en fin de journée le soir. Il y en a des espèces, c'est plus de bonne heure ou plus tard, mais généralement, on a des fenêtres de travail en avant-midi tôt et en après-midi tard. Et cette méthode de travail-là est aussi bonne le matin qu'en soirée, puis on va voir de quelle façon on va l'appliquer. Donc, qu'est-ce qu'on cherche sur notre carte bathymétrique? C'est simplement, idéalement, une entrée d'eau, quelque part, ce qui amène un mouvement, ce qui amène des nutriments, ce qui amène des bait fish, des poissons, des ménés, des éperlans. Idéalement, sur la bordure, ici, d'un herbier. C'est la même carte qu'on a vue depuis le début, mais j'ai identifié les secteurs qu'on recherche. C'est sûr qu'ici, la section verte des herbiers, je connais ce secteur-là, donc je sais qu'il y en a là. Je le compare à un champ nourricier pour les chevreuils. Ensuite, on va chercher une coulée, une section de fuite ou de transition. Et ici, on a notre plateau, on a notre îlot sous-marin qui va servir d'aire de repos pour le bait fish. Et aussi, aux alentours, ça va être un excellent secteur pour la chasse pour les gros prédateurs, mais qui mettront moins d'efforts pour attraper le bait fish là, aux alentours. Donc, ici, on a un 12, 15, 16 pieds et on voit qu'avec les lignes rapprochées, ça drop beaucoup, puis on va avoir aux alentours là, une trentaine de pieds assez facilement. Donc, un dénivelé de 12 à 30, 40 pieds là, aux alentours. C'est ce qu'on cherche. Donc, la deuxième étape, c'est de préparer son équipement. Ça fait toujours bien drôle à dire parce qu'on dit, bon, on est toujours prêt pour partir. Sauf que j'aimerais juste ouvrir une parenthèse à ce niveau-là. C'est que, oui, il faut préparer son équipement 5 à 10 lignes, dépendamment de la zone dans laquelle on va pêcher. La zone 6 ici, c'est 5. Dans la région de Montréal, on parle de 10. On se met une à deux cannes à jiguer, ou il y en a que c'est plus, c'est au choix. On n'oublie pas le traîneau, la perceuse, la terrière, les leurres et les appâts, puis un bon lunch pour passer la journée. Pas oublier téléphone cellulaire, téléphone intelligent et notre tablette, si on travaille avec une tablette au niveau de notre carte et notre GPS. On va faire une petite pause ici pour la présentation PowerPoint et je vais vous montrer ce que je veux dire par préparer son équipement n'est pas nécessairement la veille du départ de la pêche, mais aussi au retour. On va s'en aller. Attendez un petit peu, comme ça.
On va essayer de retourner là. Diaporama. Bon, je suis de retour, André. OK. Je vais essayer d'être assez clair de cette façon-ci. OK. Je pense que là, comme ça. Parce que je veux montrer le moulinet. Ah, c'est de l'autre côté. OK. Donc là, ça, c'est un moulinet. C'est une brimbale à bobine surmergée. C'est une brimbale dont le riz est dans l'eau. Donc, ce que ça fait, c'est que même si la glace se forme en surface, la bobine est toujours dans l'eau, donc elle ne gèle pas. Ce que je veux démontrer à ce moment-là, c'est que lorsqu'elle va passer sa journée dans l'eau, fin de journée, on ramasse notre stock, on rembobine cela, et il faut dire que ça, c'est du thé tressé. Donc, c'est chargé d'eau. Je ne veux pas, c'est chargé d'eau. On sort ça, on met ça dans notre coffre, dans notre traîneau. Des fois, on laisse ça dans le coffre du véhicule. Des fois, on laisse ça dans la boîte du pick-up. Le lendemain, on part pour faire notre sortie. Ce qui arrive, l'eau à l'intérieur est toute gelée. On va commencer à dérouler notre fil, notre filament, on va se rendre au fil tressé. Et jusque-là, il n'y a pas trop de problème. On installe nos choses dans l'eau, puis à un moment donné, on a une attaque, on a une bonne bête, et ça part. Et quoi? C'est gelé. Ou bien ça casse, ou bien ça passe. Mais pour éviter ça, c'est là-dessus que je vais arriver, je vais m'en venir. Pour éviter ça, le soir, on revient chez nous, après notre journée de pêche, on déroule. On en déroule une bonne partie, jusqu'à temps que l'intérieur de notre bobine, ici, là, soit serré. Après ça, on va réembobiner de la façon le plus serrée possible. On va la faire sécher comme ça, puis c'est prêt pour partir le lendemain. C'est bien important de les faire sécher à tous les soirs, pour bien des raisons. Ça va économiser aussi notre fil, ça va bien des raisons pour le faire. Ça, c'est une façon de préparer son équipement. Donc, on va retourner à la préparation. Donc, la troisième étape, là, il faut comprendre qu'à la troisième étape, on sait où est-ce qu'on s'en va. C'est-à-dire là qu'il faut quitter tôt pour être tôt dans notre secteur de pêche. Cette méthode-là, elle s'applique à presque toutes les espèces. On parle de truites, dorées, brochets, perches chaudes. Mais là, je sais ce qu'il y en a qui vont me dire, là. Ils vont dire, oui, mais moi, je pars toujours de bonne heure. Je vais être sûr de mon spot. Mais la raison pour laquelle je vous demande, je vous parle de quitter tôt, c'est pas la raison. La raison, c'est d'arriver tôt pour être là avant que l'action commence. Et c'est là que si on peut arriver idéalement 1 heure avant le lever du soleil, on fait nos trous, on fait tous nos trous et on commence à s'installer. Il va faire noir, évidemment, mais aussitôt que le poisson va commencer à être actif, notre stock va tout être là, on fera moins de bruit ou on n'en fera presque pas, on va s'éloigner de nos brimbales et là, il va avoir la place pour s'amuser et pas être dérangé. Donc, maintenant, comment on applique étape par étape la méthode qu'on vient de parler? On sait que généralement, les poissons se nourrissent très tôt et en fin de journée. Donc, c'est pour ça qu'on va appliquer la méthode qu'on va se parler. En tout cas, les poissons nous donnent l'impression d'être actifs ces journées-là, de ces moments-là de la journée. Voici ce qu'une carte au niveau des points chauds de perçage va nous donner. On a la même baie que tout à l'heure. Je l'ai amené en carte, en photo aérienne, justement pour démontrer l'environnement de notre baie et aussi montrer, j'ai ajouté des petites choses pour indiquer, comme ici, on a nos bandes d'herbier. Ici, on a notre corridor de fuite avec les 2 structures de roches qui sont au fond. Et on a aussi, à l'extrême gauche, là, notre îlot sous-marin. De cette façon-là, on voit un petit peu plus la raison pour laquelle on va travailler cette courbe ici là, pour se rendre vers plus l'heure du dîner, si on veut. On va voir tantôt. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver ces spots-là? Bien, on a commencé à le faire déjà depuis le début avec notre carte bathymétrique. On a trouvé que c'est un secteur ici peu profond, qui était propice à avoir de l'herbe, avec notre entrée d'eau ici, qui amène le mouvement du baitfish.
Ensuite de ça, on a trouvé notre îlot, OK, qui sert de zone de repos pour nos poissons. Et on a trouvé la zone de transition qui peut amener ou qui pourrait amener nos poissons vers cette zone-là. On a trouvé ça avec nos cartes. Maintenant, une fois sur place, de quelle façon ça fonctionne? Idéalement, avec un sonar. On peut travailler avec un sonar conventionnel avec un écran. On peut travailler avec ce qu'on appelle un flasher. On en a un derrière moi, on en a regardé un tantôt. Et on peut travailler aussi simplement avec un lecteur de fond qui est, ça aussi, je vais prendre une pause tout à l'heure, puis on va regarder ça ensemble. Ça ressemble à une grosse flashlight, mais ça donne une lecture de profondeur. Et le côté intéressant de tout ça, c'est simple, c'est léger, et on peut faire quelques trous, puis on va voir tout de suite la différence de profondeur de la colonne d'eau entre chaque trou qu'on va t'installer. Encore là, je vais rajouter cette image-là peut être faite à partir de l'application Navionics. On a tout simplement qu'à choisir ajout, je crois que ça s'appelle un ajout, puis on va avoir le pourtour du lac ici en photo aérienne. Et l'intérieur, on va avoir encore notre carte bathymétrique, ce qui est excellent pour travailler encore parce qu'on ne va pas matcher les deux ensemble. Donc, on va faire une autre petite pause, puis on va regarder un LPS1. Encore une petite affaire technique, je ne sais pas trop si je m'en vais là. Ah, OK. Et voilà. Bon, là, je suis revenu. Excusez, c'est un petit peu d'ajustement technique pour le moment. On va parler du LPS1. Je vais essayer de vous le montrer comme il faut. C'est pas plus gros, regardez, là. Ça a peut-être 8 pouces. C'est comme une flashlight. Ça a un petit écran. On va essayer de vous l'approcher un petit peu comme ça. Je pense comme ça devrait être mieux. Je pense qu'on la voit très bien. OK. Est-ce que c'est la façon que ça fonctionne? On l'appuie. Quelquefois, ça va fonctionner directement sur la glace, du moment qu'il y a de l'eau, qu'il y a du liquide, mais il ne faut pas trop non plus qu'elle soit trop épaisse. Et puis, tout ce qu'on a à faire, et là, on va avoir une lecture à l'intérieur de quelques secondes. Évidemment, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de glace, il n'y a pas de profondeur, on n'a pas de lecture ici. Sauf que c'est aussi simple que ça. On la met aussitôt que dans notre trou, ça touche à l'eau, on l'allume et on va avoir notre lecture. Hyper rapide, ça se met dans une poche, puis écoute, c'est un outil que moi, je ne peux plus me passer. C'est indispensable pour moi. Ensuite de ça, on a ce qu'on appelle un flasher. Je ne sais pas si on est capable de le voir. Un petit peu. Comme ça, on le voit mieux. OK, le flasher, c'est peut-être un peu difficile au niveau d'éclairage. Je ne voudrais pas rentrer trop là, dans les détails, là, mais l'outil, ce qui est intéressant, c'est que l'outil nous donne une profondeur, nous donne une hauteur de lecture de nos bait fish ou de nos poissons. Donc, à ce moment-là, on peut travailler rapidement. Donc, on va retourner à notre présentation. On arrive dans le vif du sujet, justement. Bon. Ça, on a fait le tour. Donc, la première portion de notre travail qu'on va faire en arrivant sur place, c'est on va parler de celle du matin, de l'avant-midi. On voit que la flèche ici nous dirige vers le large. Parce qu'on sait que le poisson va venir se nourrir tôt le matin, plus proche du bord, période hivernale toujours, plus proche des herbiers. Donc, on va le travailler de cette première façon-ci. Herbier, corridor, vers l'îlot. Ce sera le matin. Donc, je vais juste reprendre la précédente. Donc, les zones qu'on va travailler, c'est la première en bordure d'herbier, la deuxième dans le canal et la troisième sur l'îlot. Important, très important, on ne fait pas 5 trous et on ne s'installe pas. Pourquoi? Je fais
5, 10, 15 trous tout de suite. Justement, c'est pour éviter de refaire du bruit plus tard, puis pour éviter de déranger peut-être les poissons qui vont s'approcher. Surtout ceux qui pêchent le salmonidé, la truite, la wananiche. C'est un poisson qui est très, très, très difficile à prendre, surtout si on fait du bruit. Il y en a d'autres comme le brochet, ça dérange absolument pas. Puis eux, je pense qu'ils aiment plus le bruit, ils viennent voir ce qui se passe, ou ça les agresse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre premier de série. Moi, pour ici, parce qu'on parle de ma zone 6, et où ce que la législation permet 5 lignes, je commence avec mes 5 ici, mes deuxième série de 5 trous, puis mes 5 derniers trous là, ou les 10, 10 et 10. Et autant que possible, je les fais tout de suite. Donc, une fois que mes trous sont faits, j'installe mes brimbales dans les trous près de la rive. Okay? Je travaille la bordure de mes herbiers. Je ne veux pas non plus rentrer trop tôt dans les détails de la façon, à quelle profondeur je vais mettre mon appât, de quelle façon je vais la descendre, quel appât je vais utiliser de toute façon. Mais on va parler un petit peu plus tard. Il y a une chose que je veux absolument parler par contre, c'est la façon d'appâter nos menés ou nos éparlants. Il y a deux points depuis quelques années que j'utilise et puis c'est très, très efficace. Il va y avoir la façon d'accrocher mon méné ou mon éparlant sur mon hameçon et 2, un ajout d'odeur. Nous autres, ici, on utilise le gel suprême d'odeur d'éparlant parce qu'ici, on parle de Memphremagog, Massawippi, les lacs aux environs. Il y a de l'éparlant à la tonne. Donc, on utilise cette odeur-là. C'est une gelée. C'est un gel qui ressemble beaucoup à une vaseline. Puis, on va ajouter ça en bordure de l'hameçon et sur le bord de l'éparlant comme tel. Et c'est hyper, hyper efficace. Moi, ça fait 2 ans que je l'utilise, puis j'avoue, ça va être ma 3e hiver, puis j'avoue honnêtement que les résultats, ils sont là pour prouver que l'odeur, ça fonctionne. Des fois, c'est le sens supplémentaire qui va éveiller le poisson, qui va attaquer. Il y a je dirais même qu'il y a quelques-uns de nos membres là, dans l'équipe qui étaient sceptiques, et puis après les avoir testés, ils sont arrivés à la conclusion que ça marche. Que l'efficacité est vraiment réelle. Pour l'installation de l'appât, nous autres, on parle d'appât mort. Évidemment, ceux qui ont encore la chance de l'utiliser, ils vont piquer le méné d'une façon différente. La nôtre, on pourrait la voir peut-être tantôt de façon plutôt live, mais ce qu'on fait, ce qui est important de retenir, si vous voyez bien ma flèche sur l'écran, c'est que je vais piquer de l'arrière de mon méné vers l'avant parce qu'on sait que le poisson va à toute fin, tout le temps attaquer sa proie d'en avant. Et on s'est aperçu avec les années qu'il va souvent passer à côté, le frapper. On a vu ça souvent avec la truite grise, il va frapper l'appât de côté, puis il va venir le bouffer par en avant après ça. Donc, de cette façon-ci, en ouvrant, puis c'est sûr qu'il va se piquer dans le palais. Et ça aussi, ça fonctionne vraiment mieux que la façon traditionnelle de côté qu'on utilisait pour les ménés vivants. Et ça, c'est un petit truc que M. Tim Jackson, le propriétaire de la manufacture et de l'industrie Jack Traps, qui est dans le Maine, qui nous a expliqué 1001 trucs. C'est un bonhomme qui pêche depuis l'âge de 6-7 ans. Il est rendu à 75 à peu près. Là. Donc, il sait pas mal les trucs qu'il donne sont pas mal bons. Donc, on est installé, on a nos 5 trous de fait. En fait, on a nos 15 trous. Mais on a nos 5 trous qu'on va commencer à travailler. On installe nos 5 brimbales et on attend 1 à 2 heures. Normalement, l'action devrait se passer dans les 2 premières heures. Souvent, il y a des fois que ça retarde la température, bon, il y a un paquet de facteurs, mais normalement, dans les 2 premières heures, il devrait se passer quelque chose. Si on stanne, il y en a qui ont moins de patience que d'autres, je vous dirais, sortez la canne à jiguer, c'est le temps. On va prendre la canne et on va commencer à travailler le 2e secteur. Personnellement, je vais attendre minimum 1 heure avant d'avoir un résultat ou une attaque ou pas d'attaque ou si c'est neutre. Ce que je vais faire au bout d'1 heure minimum, je vais sortir ma canne à jiguer puis je vais aller commencer à travailler le secteur du corridor.
Mais n'oubliez pas, chose super importante, quand on parle de 5 cannes, c'est pas 5 brimbales et une canne à jiguer, c'est 5 en tout. Donc, il faut que j'en enlève une. Moi, ce que je fais à ce moment-là, j'enlève la plus loin du ruisseau. J'adore travailler tout près des ruisseaux ou des entrées d'eau. Donc, j'enlèverai celle-ci et je commençais à travailler à la jig avec ma canne là, dans le secteur du corridor. Peut-être qu'ils ont commencé à transférer vers l'autre secteur, sont en mouvement. On va voir à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que j'aime? Avec quoi je travaille lorsque je commence à jiguer quand même assez tôt dans la journée et d'une façon un peu moins agressive. Donc, moi, ce que je fais, j'adore travailler avec un leurre qui est un soie naturel ou bien avec un leurre artificiel qui va avoir une certaine ressemblance, qui va se rapprocher et qui va donner un mouvement semblable à celui d'un leurre naturel. On parle de mini-smelt ici avec une tête de jig, un tube qui pourrait avoir un mélange de deux couleurs. Bon, la tête de jig, évidemment, si vous voulez mettre tête de méné ou méné ou en parlant, peu importe. Et le fameux petit bucktail ou à plume. Bucktail, il faut faire attention. Si on en a, il faut les faire nous-mêmes ou les acheter sur le marché ici au Québec. Il n'y a plus moyen d'en avoir, ça ne peut plus rentrer au Canada là, sur la réglementation maintenant. Et on ajoute à un de ces agencements-là un œil que j'appelle un œil de pare-chaude, qui est fait par certaines compagnies, entre autres Northland Fishing Tackle en fait un avec de l'odeur à l'intérieur. Je pense que même je vais prendre une pause puis je vais vous les montrer pour démontrer la grosseur puis ce que ça peut avoir l'air en réel. Donc, on va essayer de faire une petite pause. Stop share. Et voilà. Bon, on est de retour en live. Je vais commencer aussi. Tenez. Ça, c'est bon, petite bouteille de gel. Je voulais surtout vous la montrer pour une des raisons. C'est que une raison très simple, c'est que la bouteille est toute petite. C'est léger, ça se met à peu près n'importe où. Je la traîne toujours dans mon veston de pêche. J'essaie de la garder dans un petit sac, un Ziploc, parce que l'odeur est là. C'est pas efficace pour rien, ça sent. Deuxième des choses, on pourrait peut-être regarder aussi, tant qu'à y être, comment j'ai pris un exemple, un petit jig là, qui a une forme un peu de je ne sais pas si je peux la montrer là, si on la voit mieux. Et ce que je fais, je prends mon hameçon, c'est sûr que je suis surdimensionné, là, en arrière de la dorsale, et je m'en vais vers l'avant. Donc, quand que je pêche, on a aussi une position qui est plus naturelle, parce qu'on ne le voit plus comme ça. Ça, c'est pour la façon d'appâter mes années. Maintenant, ce que j'adore beaucoup, 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 et là, il faut que je vous montre ça. Moi, je l'utilise. J'ai eu beaucoup de succès, je l'utilise beaucoup. Et à ceux qui l'ont essayé, qui en ont, ils m'ont donné aussi des bons feedbacks. Ça fait pas tellement longtemps que ça existe, mais pour ceux qui sont plus vieux un peu comme moi, qui ont connu la pêche à la perche chaude avec les yeux qu'on enlevait puis qu'on pêchait avec, c'était excellent. Ben, ça se veut un peu une réplique de l'œil de perche chaude qu'on mettait sur la petite cuillère. Mais en plus, celui-ci, il y a de l'odeur. Fait que ça, on peut voir, là, pour voir l'odeur, mais on peut voir là, que l'œil est en avant et on la détache. On fait juste les détacher comme ça, puis on a l'œil. Et il y en a dans plusieurs couleurs, les yeux. Moi, c'est les blancs que j'ai eu le plus de succès. Il y en a des noirs, il y en a des rouges, il y en a des chartreuses. Avec ça, je voulais vous montrer aussi des leurres un petit peu plus agressifs. Là, je m'habitue du côté. Des leurres un petit peu plus agressifs. Je ne sais pas si on peut voir. C'est difficile de voir ça à la caméra. Si je m'approche un petit peu comme ça. Là, on voit peut-être un petit peu mieux. Hein? OK. Plusieurs compagnies en font. Nous, c'est sûr qu'avec Northland, moi, j'adore celui-là. Il y a un petit côté au niveau du poids là, que je peux aller chercher. Il est plus petit puis plus lourd, donc ça travaille. C'est un leurre à mouvement horizontal. Là, on le fait descendre, il change de côté. Ça travaille toujours de façon très, très, très erratique. Moi, j'ai eu beaucoup de succès à la perche chaude avec celui-là. Mais il restait une série de leurres que je voulais montrer. Je l'ai montré, c'est surtout pour montrer là, la grosseur que ça a. Je ne sais pas si on voit assez bien. OK. Il faut dire que ce n'est pas des gros leurres qu'on utilise. Regardez, ma main à côté. Là.
c'est pas des gros leurres. On parle des leurres là, qui ont un maximum de 1,5 pouce à 2 pouces de long. Donc, on va retourner à notre présentation. Quel endroit est-il d'acheter des jets d'eau de répellent? OK, en même temps, en passant, on a une question de M. Alexandre Bruno qui demande à quel endroit on peut se procurer le gel déparlant. Si je ne me trompe pas, dans les bonnes boutiques de vente de plein air, de chasse et de pêche. Dans notre région ici, j'en ai vu dans 2 boutiques. Fait que ce serait peut-être bon de vérifier sur le site de la ferme Monette. Je crois bien que la liste des détaillants sont là-dessus. Et aussi, ça se commande directement sur le site Internet. Mais directement à la ferme aussi, c'est disponible, comme M. André Gervais là, me souligne à l'instant. Donc, on va retourner notre présentation. Donc, ce que je parlais un peu plus tôt, c'est qu'on a une série qui est moins agressive comme leurre, qui est la partie ici en haut, qui est plus près d'un naturel. Et on a une série de 3 leurres ici, qui est le Puppet Minnow que je vous ai montré tout à l'heure, le Forage Minnow, qui est une cuillère avec, lui aussi, travaille d'une façon très erratique, et le Buckshot, qui va ajouter un mouvement à bille à l'intérieur. Donc, il va encore là attirer un autre sens chez le poisson. Excusez-moi. Donc, en résumé, une fois que j'ai installé mes brimbales, j'en enlève une, je commence à jiguer. Si je n'ai pas d'attaque, tranquillement, je peux jiguer dans mon 2e, 3e, 4e trou de la zone transitoire. Je vais déplacer mes brimbales une par une vers la 2e zone de travail, qui est la zone transitoire. Encore là, je transfère mes brimbales, je ne les enlève pas toutes, j'en enlève une par une pour garder le maximum d'appât à l'eau, pour me donner le maximum de chances d'avoir des attaques. Donc, si j'en ai, là, je retourne avec 5, j'en prends une, je l'envoie dans la zone suivante. Je vais toujours avoir mes 5 ou tout près de 5 toujours à l'eau. Donc, si on regarde ça, moi, je suis un visuel, donc j'ai voulu illustrer un peu plus la façon qu'on travaille. Le matin, on travaille la zone d'herbier, on va se diriger vers la zone transitoire. Le déplacement se fait herbier vers corridor, en gardant le maximum de lignes à l'eau, comme je viens justement de dire, pour garder le maximum d'attaque. Ce que ça fait à ce moment-là, on est rendu dans une 2e étape, c'est que nos brimbales sont installées tout le long de notre zone transitoire ici. On peut patienter encore un certain temps. Des gens aiment mieux tout de suite installer 4 brimbales et aller jiguer sur le secteur de l'îlot sous-marin de la structure. C'est une question de choix, c'est une question de goût. Je dirais que moi, j'adore travailler mes 5, avoir une pause, laisser travailler mes brimbales, jiguer après ça, amener mes 5 là, les laisser travailler encore là une période de temps. Et s'il ne se passe pas rien, là, d'aller commencer à aller voir s'il y a du mouvement dans mon étape suivante. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener nos 5 suivantes dans la zone de travail de mon îlot. On remarque que moi, j'aime travailler le pourtour de l'îlot plus une au centre. Une au centre, pourquoi? C'est mon ami Hugues, le guide, Hugues Sébir, qui disait que lui, il installe ses clients aux alentours. Lui, il s'installe au centre avec un jig beaucoup plus agressif et plus bruyant. Et ça attire le poisson qui pourrait être à l'extérieur vers le dessus de l'îlot. Donc, il va finir par passer à un moment donné où ce qui sont les brimbales ou les gens qui jiguent autour. Et justement, c'est ce que j'expliquais, c'est qu'on installe à ce niveau-ci les 4 brimbales autour et on jigue au centre. C'est une façon de faire, c'est une technique. Encore là, moi, j'aime bien m'installer autour, tout mettre des brimbales, attendre, patienter d'avoir un résultat ou pas de résultat. Et après ça, ben, je vais sortir mon jigger et je vais aller travailler encore là cette surface-là. On remarque que de la première, la 2e ou la 3e étape, j'ai pas fait de trous. Les trous sont déjà toutes faites. Autant que possible, ça donne pas de chance aux poissons d'avoir peur. Puis on a des chances qu'ils soient encore dans les alentours.
Et là, on voit donc la pêche qu'on vient de se décrire du matin aller au midi. On part de la berge, des zones herbiers, on s'en va en zone transitoire, on s'en va sur l'île, on travaille de cette façon-ci. Pourquoi je montre ça comme ça? C'est qu'en après-midi, on fait la même chose, mais à l'inverse. On applique la méthode de l'îlot qu'on est déjà, on va retourner en zone transitoire en giguant, et là, on va voir si le poisson commence à se déplacer pour terminer notre pêche, notre fin de journée en zone des herbiers. Ce que je suggère fortement, soyez installés dans la zone des herbiers au moins 1 heure avant le coucher du soleil. Bien important, il faut être là avant que le poisson s'en vienne. Surtout les pêcheurs, les gros amateurs de doré, quand ils savent bien ce que je dis, c'est qu'il faut être installé, il faut être prêt avant que ça se passe. Donc, c'est le succès de cette méthode-là. Il n'y a pas de secret, c'est de la pêche. On ajoute les trucs et les méthodes qu'on s'est données. Je vous garantis une amélioration dans votre succès de pêche. Écoutez, essayez-le, donnez-nous-en des nouvelles, envoyez-nous des courriels, des messages sur notre site web ou notre Facebook. On veut savoir la façon que vous avez appliqué puis la façon que pour vous, ça a fonctionné. Maintenant, vous pouvez consulter notre site web. On a actuellement plus d'une 50aine d'articles qui sont déjà sur le site. On en a une 30aine d'autres qui vont s'ajouter au courant de la saison. Il y aura des chroniques, il y aura des capsules vidéo. Il y a beaucoup de concours qui s'en viennent. Donc, le site web, c'est le www.québeciceteam.ca. On a aussi sur Facebook. Et vous avez sûrement passé par là pour vous inscrire, pour avoir le lien pour vous inscrire à ce webinaire-là. Donc, on vous remercie beaucoup de votre participation et du temps que vous avez mis. On va juste souligner et vous rafraîchir la mémoire qu'il y a un autre le jeudi 7 janvier, 19h. Ce sera le secret d'une prospection avec Hugues Sébir. Le jeudi 28 janvier à 19h30, celui-ci avec notre ami Félix Goulet, qui sera comment trouver le doré à la pêche sous glace. Donc, en mon nom et au nom de toute l'équipe de Pêche Québec Ice Team, je vous dis merci et on va passer à ce moment-ci à la période des questions qu'on a. On en avait une tantôt pour quel endroit pour le gel de perlant. Donc là, on va avoir M. André Vaillancourt qui répond chez Sale, il y en a. Bien, tant mieux. Fait que si ça peut aider les gens qui cherchent l'odeur de perlant. OK. On a une question de Michael Lavoie qui nous demande à quelle distance entre ton secteur 1 et 3 pour nous donner une idée de distance. Bien, écoutez, c'est pas compliqué. Il n'y en a pas de limite. Je vais vous expliquer quand chaque trou de brimbage, je travaille avec un minimum de 50 à 75 pieds. Évidemment, on travaille avec des brimbales à bobine submergée, donc ça me donne l'attitude de travailler de très longue distance. Sauf que pour la distance qu'on parle entre l'espace de la zone 1 à la zone 3, ça va dépendre vraiment des structures que vous allez trouver en lac. En passant, André ajoute que, attendez un petit peu, il y en a chez l'Amisport aussi du gel de perlant. Donc, il n'y a pas vraiment de distance. Dans la zone de laquelle je vous ai démontré ce soir, là, entre la section 1 et 2, on parle d'à peu près 250 à 300 pieds. Et de la section 2 à 3, il y a à peu près 500 pieds. Donc, on travaille dans une distance de 800 à 1000 pieds à peu près là, entre la première zone et la dernière. Au niveau, j'ai une question, c'est au niveau des yeux de Northland. Oui, plusieurs boutiques. Je pense qu'il n'y a pas... Il y a une, entre autres, à Magog qui en a, la boutique plein air, je crois le nom, lui, il en garde. Les autres boutiques, il faudrait vérifier. Ça, je pourrais m'assurer d'avoir une liste des gens, des magasins là, qui le détaillent au niveau des yeux. Donc, pour la question des distances, c'est 800 à 1000 pieds. Les poissons font une migration pendant la journée. Écoutez, oui, tous les poissons font une migration, sauf que la distance est vraiment différente. Moi, je peux vous dire que dans fin de saison, 2 dernières de mars, lorsqu'on pêche le brochet, il demeure toujours dans la même zone.
Il peut se tasser un petit peu au niveau de l'herbier, il peut se tasser au niveau d'une petite falaise ou d'un riff, mais il va être plus proche que, par exemple, à la truite ou à la Wananiche. OK. OK. Monsieur André Vaillancourt veut savoir comment s'appelle la flashlight jaune. C'est un produit de Vexelar. Je vais le montrer encore ici. C'est Vexelar qui fait ça. C'est le LPS1. LPS-1. OK. Après ça, à quelle espèce s'adresse la technique? OK. Quelqu'un nous demande à quelle espèce s'adresse la technique. Ça s'adresse à toutes les espèces, à ma connaissance, qu'on a dans la région. Il n'y a pas vraiment de limitation. C'est de travailler les secteurs et après ça, on va avoir une idée à quelle espèce dans votre région ça s'applique le plus. Salmonidés, aucun problème. Doré, aucun problème. Brochet, ça fonctionne bien. Perche chaude, c'est en plus grande, je dirais même que c'est en plus grande distance, en plus grande portée, là. Donc, oui, ça s'applique tout ça. Bon, ensuite, on a que faire dans le milieu de la journée? Pas beaucoup de structure au large. Exactement. On me demande que faire dans le milieu de la journée si un lac n'a pas beaucoup de structure au large, comme le lac Massawippi, par exemple. Le lac Massawippi, je le pêche depuis beaucoup d'années. Il y a quand même beaucoup de structures. Si on travaille avec la carte, entre autres Navionics, on va voir en définition plus précise, plus rapprochée, il y en a beaucoup. Mais il reste que beaucoup de gens, sur l'heure du dîner, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont carrément prendre le lunch. Il y a une période plus morte et ça pourrait être sur la période de 11 heures à 2 heures. Quoique nous, quand on pêche la truite, on a souvent une hausse d'activité autour d'11 heures le matin. Fait que, tu sais, il faut faire... La pêche, c'est quand même la pêche. Ça se passe sur la glace et c'est à l'essai-erreur. Donc, ça, c'est OK. Je pense que j'ai fait le tour des 7 questions. Au niveau du chat, on avait, parmi les leurres que vous avez présentés, lequel est le plus propice pour le doré? Au niveau du doré, Karine Bélanger, je veux juste te dire, je vais t'inviter au webinaire de Félix Goulet. Félix est un spécialiste du doré. Il est guide 4 saisons. Donc, lui, je pense que ta question est excellente pour lui. Moi, je suis vraiment pas un spécialiste du doré. J'adore le pêcher, j'aime bien ça. Mais pas autant que Félix, lui, il va même aller à utiliser il va te suggérer des leurres spécifiquement pour la zone que tu vas travailler. Donc, Jean-François, où peut-on se procurer les yeux? OK, on a encore la question pour les fameux yeux, là. Il va falloir vérifier pour ça puis donner la réponse peut-être sur le site, là. C'est très populaire, c'est peu dispendieux et c'est très efficace. Moi, je l'utilise sur une petite cuillère, comme je vais essayer de vous la montrer. Une petite... est-ce qu'on la voit? Je ne sais pas si on est capable d'avoir. Ça, c'est une petite forage minnow. Et avec un œil là-dessus, là, c'est hyper efficace. Puis c'est encore là. J'aime travailler avec un leurre, un petit leurre, mais quand même assez lourd pour qu'il descende rapidement, pour que je puisse retourner à la profondeur voulue rapidement. Donc, dans ton exemple du plan d'eau, est-ce que tu travailles pour le doré? Si oui, est-ce un lac clair ou un lac foncé? Écoute, l'exemple que je donnais, je pense que au niveau du doré, je vais me retourner vers le spécialiste de l'équipe qui est quand même Félix. L'exemple est de travailler les structures. Et maintenant, en eau claire, en eau foncée, je pense que le bon gars, ça va être Félix à ce moment-là. Je peux toujours en parler à Félix puis vous revenir là-dessus. Là, peut-être même faire un post là, sur Facebook puis peut-être rajouter des réponses à ce qu'on a déjà parlé. OK, ça c'est tout beau. On voit sur la page l'épisode fait ensemble.
OK, oui, c'est vrai. Écoutez, André soulignait justement que l'année dernière, on a tourné un épisode sur la pêche à la truite. Et ce qui est intéressant, on voit tout ce qu'on a parlé, on en voit une bonne partie. Donc, je vais mettre le lien qui est sur... vous pouvez vous rendre très facilement, c'est le site de andrégervais.com. L'objectif est à l'aventure. L'épisode de février dernier, si je ne m'abuse, excellent. On a eu du plaisir à tourner ça. Et il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Je vous invite à aller voir ça. Je mettrai le lien aussi sur notre page Facebook, puis vous pouvez juste le suivre et aller voir ça. Donc, si les zones d'herbier se retrouvent dans seulement 1 à 2 pieds d'eau sous la glace, est-ce que c'est quand même efficace? OK. Quand on parlait tantôt de profondeur, c'est justement, on peut pêcher, exemple, la truite arc-en-ciel jusqu'à 1 à 2 pieds d'eau sous la glace. Ça prend quand même de l'eau, évidemment, mais oui, en bordure, selon, par exemple, la truite arc-en-ciel, c'est un sol spécifique, granuleux, rocheux. Donc, 1 à 2 pieds d'eau sous la glace, il n'y a aucun problème, c'est très efficace. Pour les cuillères buckshot, donne de bons résultats. Ah oui, aucun problème. Le buckshot, dépendamment, écoute, on va varier couleur, on va varier grosseur, on va donner des résultats dans à peu près toutes les espèces. Certains lacs, on a fait des essais, c'était moins bon que d'autres, mais il est certain là, qu'il y a une bonne réponse à avoir de ce leurre-là. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions? Ça rentre. C'est good. Donc, Monsieur Morin, est-ce qu'on est pas mal dans les temps? Quelques minutes pour répondre. OK, on va avoir quelques minutes. On va répondre à d'autres questions encore. OK, on a parlé de ça. On va aller voir dans les d'autres nouvelles chez Sale. Je pense qu'une des grosses réponses qu'on a, la majorité de produits se retrouvent chez Sale, se retrouvent chez l'Ami Sport, si je ne me trompe pas. On a les bonnes boutiques en général là, de produits de chasse et pêche là, vont tenir une gamme des produits. Sauf que n'oubliez pas, la plupart des bons commerçants détaillants vont vous les faire venir. Les délais de livraison pour la majorité des compagnies est très, très, très court. Donc, si vous arrivez là et vous voulez avoir un produit, je pense que le détaillant va faire tout en son pouvoir pour vous donner le bon service pour que vous puissiez y retourner. Ensuite de ça, est-ce qu'on a... Dernière question. Une dernière question? OK, on a M. Doyon, Martin Doyon. Quel est le meilleur choix de brimballe pour la dorée et la grise? Je pense au lac Mistassini, je veux m'équiper en brimballe. Que devrais-je choisir? On va finir avec une excellente question parce que mon ami André, mon temps achève. Au niveau de la brimballe, moi, je préconise la brimballe à bobine submergée. J'ai pêché avec mon ami Félix, c'est la même chose. Et la raison pour laquelle, c'est que ce soit à n'importe quelle température, notre bobine, notre moulinet est dans l'eau. Donc, il ne gèlera pas. Quand même que la glace prend sur le dessus, il n'y a pas de problème. On peut la casser en fin de journée, il n'y a pas de problème. Ça va toujours bien travailler. Le doré, la même chose. Il y en a encore que je vois beaucoup. Le doré, c'est ça. La grise, j'ai la chance d'aller la pêcher dans le Vermont. Je y retourne encore plusieurs fois cet hiver. C'est l'idéal, c'est l'Arctique pour pêcher la grise. Donc, c'est malheureusement là-dessus, il faut que je mette fin. Ça va assez vite. Je vais juste me permettre un mot, Guy. Oui, allez. Pour ceux qui ont des questions encore, là, ça serait facile. C'est facile de vous joindre sur votre Facebook ou via le site, mais Facebook, c'est un bon endroit pour ça. Facebook, on répond le plus rapidement possible. Le contenant, c'est sur notre site web. C'est important d'aller voir là-bas. Tout ce qui roule, les nouveautés sont là. Mais c'est sûr que le lien via Facebook, on le fait toujours. On avise nos amis pêcheurs que l'article est sur le site web, mais
On peut passer par là pour se rendre. Les liens sont toujours directs pour le site Web. Donc, je veux juste terminer, André, si tu me permets. Pas oublier que jeudi le 7 janvier, à 19h, ce sera Hugues Sébir, et guide aussi pour les 4 saisons, le secret d'une prospection. Et jeudi, le 28 janvier, 19h30, comment trouver le doré à la pêche sous glace avec Félix Goulet. 2 guides de 4 saisons, très intéressants, c'est à ne pas manquer. On ne manquera pas ça, mon gars. Good. Merci tout le monde. Merci tout le monde. À la prochaine.